Bien, chers amis, bonjour. Comme promis, je voudrais faire une intervention un peu technique. Je vais essayer de simplifier au maximum pour que vous compreniez comment que les crises se développent, se perpétuent et surtout s'amplifient. S'amplifient à un tel point qu'elles peuvent provoquer des déstructurations économiques, financières, budgétaires, etc. Je vous rappelle que l'économie étant une science humaine dans laquelle les hommes jouent un rôle, notamment les comportements sociaux, les comportements humains jouent un rôle extrêmement important. Il faut donc comprendre que lorsque l'on parle d'économie, on parle de règles qui sont certes des règles quantitatives qu'on peut mesurer par des mathématiques, par des statistiques, mais surtout ce sont des règles sociales, sociologiques, socialisantes si vous voulez, humaines. Et donc comme je vous avais promis, je vais prendre le plus simplement possible l'exemple de la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Pour pouvoir comprendre la genèse de cette crise, il faut d'abord se remonter dans le temps, assez loin dans le temps. Nous sommes en 1965, aux États-Unis, à un moment où le démocrate Lyndon Johnson, je répète, le président qui va, disons, continuer l'œuvre de John Fitzgerald Kennedy, va prendre des décisions extrêmement fondamentales pour l'économie américaine, et notamment pour la masse monétaire. Il va créer 2 sociétés d'État d'assurance, Fannie et Fannie. Ces 2 sociétés d'assurance dont le capital, j'essaie d'être le plus simple possible, était détenu par l'État, et l'État était donc derrière le financement, si vous voulez, de ces compagnies d'assurance, et le but de ces 2 compagnies d'assurance, Fannie et Fannie, était de protéger, d'assurer, si vous voulez, le système bancaire privé américain. Et donc, les banques pouvaient théoriquement prêter de l'argent à toutes sortes d'individus, toutes sortes d'entreprises, à toutes sortes de marchés, à moindre risque, puisque elles pouvaient se refinancer auprès soit de la Banque fédérale américaine, soit auprès des autres banques, soit auprès des assurances. Qu'est-ce que ça veut dire se refinancer? Encore une fois, je vais essayer d'être le plus simple possible, c'est-à-dire vendre leurs avoirs. Lorsque, par exemple, un individu fait un crédit à une banque, il signe un dossier, ce dossier va être vendu par la banque, c'est-à-dire escompté ou réescompté par la banque, soit à la Banque de France, à la Banque d'Israël ou à la Federal Reserve Bank, et donc la banque va pouvoir se refinancer, recevoir le crédit qu'elle a donné, qu'elle a octroyé, le récupérer si vous voulez pour l'offrir à d'autres agences économiques. Donc le problème du refinancement bancaire est un problème crucial. Si les banques n'arrivent plus à se refinancer, elles perturbent par définition, par l'incapacité de financer la consommation et l'incapacité de financer l'investissement, elles empêchent, si vous voulez, la dynamique économique de s'amplifier, de se faire. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de récession, c'est-à-dire d'arrêt de l'activité économique, de blocage par la consommation, de blocage par la demande ou de blocage par l'offre. Nous l'avons déjà vu.
Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant, vous allez comprendre, dans la crise des subprimes en 2008? D'abord, au début des années 2000, nous l'avons vu, avec la fin, si vous voulez, de la période keynésienne, avec la période de l'économie réganienne, c'est-à-dire une économie de l'offre, une économie où les marchés sont libérés, où il n'y a plus de réglementation comme il y avait auparavant. Eh bien, cette période-là va permettre aux banques de rechercher les opportunités de marché le plus loin possible et le plus longtemps possible, puisque de toute façon, elles étaient assurées de récupérer par le refinancement auprès des assurances Fannie et Fannie aux États-Unis d'Amérique, d'assurer les crédits. Et donc, elles ont essayé d'octroyer le maximum de consommation, le maximum de crédit, et notamment de crédits immobiliers, des crédits pour l'achat d'appartements. Vous savez que les Américains ont toujours eu un taux d'intérêt, notamment immobilier, très bas. Et donc, les banques se sont servies comme argument de vente pour attirer la clientèle, pour attirer les marchés de la demande. Et ils ont parti voir les ménages et ils leur ont proposé tout simplement des prêts à bas prix. Et à partir de ce moment-là, la demande a été extrêmement attirée par ce genre de prêts à taux d'intérêt, qui étaient des taux d'intérêt non pas fixes, mais variables. Mais ils étaient très bas. Alors évidemment, de très nombreux ménages, de très nombreux chefs de famille ont acheté pour eux ou pour leurs enfants des appartements. Et donc, tout allait bien à partir du moment où les banques prêtaient des crédits, offraient des crédits à moindre coût, où les ménages pouvaient rembourser, et surtout, les banques minimisaient les risques par le retournement vers les sociétés d'assurance, notamment Fannie et Fannie, créées en 1965. Donc le système tenait. Maintenant, un point fondamental, c'est que les contrats d'achat, les contrats d'acquisition, étaient sur des taux de crédit variables. Et donc, véritablement, puisqu'il y a eu une raréfaction des crédits, parce que évidemment les crédits étaient très facilement octroyés, offerts, donc la masse monétaire, les crédits offerts, la masse monétaire offerte par ces crédits, si vous voulez, eh bien, était de moins en moins importante, donc de plus en plus rare. Les taux d'intérêt des crédits vont augmenter, et encore augmenter. Et là, ça va toucher le pouvoir d'achat des ménages, du citoyen américain moyen. Et de plus en plus, l'Américain va se trouver avec des remboursements mensuels de moins en moins supportables. Et au début, il va faire des choix, puis il va commencer à ne plus pouvoir rembourser ses dettes de l'appartement, du magasin. Et donc, à partir de ce moment-là, les banques vont commencer d'abord, dans un premier temps, à menacer. Elles vont envoyer des lettres d'huissier, comme on dirait en français, etc. Et les ménages vont être amenés à vendre leur appartement. Mais le fait que le nombre de ventes d'appartements va augmenter d'une manière absolument incontrôlable, et vous avez vu le problème de l'incontrôlabilité des marchés, de moins en moins contrôlable, alors les prix vont baisser de plus en plus. Le remboursement va monter mensuel et les prix de vente des appartements vont baisser. À tel point que la panique va surgir. C'est-à-dire que les banques vont demander le remboursement de prêts que les ménages ne pouvaient pas rendre avant terme. Alors ils vont vendre leur appartement au plus offrant et évidemment d'échéance, les gens vont se retrouver dans la rue, très très vite le pouvoir d'achat va s'effondrer et l'État américain va être obligé de protéger non seulement les consommateurs, mais en plus les banques. Parce que les banques, à court
de liquidité, puisqu'elle avait énormément prêté et elle avait de moins en moins la capacité de recevoir, puisque les ménages ne pouvaient plus rembourser, à partir de ce moment-là, les banques vont se retourner vers les assurances, et une des assurances va s'effondrer. Une des assurances va s'effondrer et elle ne pourra plus financer notamment une très grande banque américaine, la banque Lehman, les Lehman Brothers. Et à partir de ce moment-là, la panique, si vous voulez, va surgir avec un phénomène qui est très très intéressant. C'est ce qu'on appelle le phénomène de titrisation. Alors c'est très technique, je vais essayer de le rendre le plus simple possible. Le phénomène de titrisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord je vais vous le lire, le plus simplement possible, d'un livre de niveau de terminale, et je vais vous expliquer. La titrisation des crédits subprimes est à l'origine de la contagion de la crise à l'ensemble des systèmes bancaires, financiers, au niveau américain et au niveau mondial. D'abord, juste cette phrase, elle mérite d'explication. Nous savons que l'économie est globalisée, nous savons que le système monde est un système global qui dépasse les frontières, qui dépasse les États, qu'il y a des opportunités de marché qui sont mondialistes, il y a de véritables, disons, entreprises mondialistes qui apparaissent, qui se renforcent jour après jour et qui dominent des parts non négligeables des marchés à tous les niveaux des produits et à tous les niveaux de la valeur ajoutée, si je peux parler un langage un peu plus technique. Maintenant, cette globalisation va faire, si vous voulez, en sorte que les banques vont jouer un rôle fondamental parce que c'est elles qui vont, évidemment, financer. Et comme elles vont financer, grâce au marché monétaire international, grâce aux marchés financiers internationaux, les banques vont avoir de plus en plus d'importance sur les masses monétaires nationales, et cela au niveau, si vous voulez, mondial, et surtout au niveau des marchés financiers. Et regardez ce que c'est que la titrisation. Alors je lis, pour éviter de conserver des crédits très risqués, les banques ont choisi de les titriser, c'est-à-dire de les transformer en titres négociables pour les revendre à d'autres opérateurs en proposant des rendements élevés. C'est-à-dire que les banques ayant, si vous voulez, quelque part, une attitude un peu de panique, elles n'ont plus confiance à ces crédits qu'elles ont octroyés et qui ont du mal à être remboursés, de plus en plus mal à être remboursés. Alors les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont regarder, transformer ces dettes, parce que c'est une dette pour la banque, évidemment. La banque s'est endettée. C'est une dette. Et cette dette-là, ces crédits, si vous voulez, qui sont négatifs, cette dette-là va être transformée en produits financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, en fait, elles vont créer, à partir de cet endettement, à partir de ces dettes, ça c'est un peu technique, mais je vais être très très simple, le plus simple possible, à partir de ces dossiers, de ces crédits, elles vont créer des produits financiers, c'est-à-dire des actions, obligations, toutes sortes de produits financiers qui vont être plus ou moins attirants, et la plupart du temps très très attirants, qui font que véritablement le rendement de ces produits financiers va être tellement énorme, tellement élevé, qu'elle va attirer de plus en plus de gens, et notamment d'acteurs, et cela dans le monde entier. On n'est plus du tout dans le monde américain, là. Et à partir de ce moment-là, les actions vont augmenter d'une manière tout à fait superficielle. Mais regardez, elles vont non seulement augmenter d'une manière superficielle, mais aussi elles vont se démultiplier, ces actions. Les produits financiers vont se démultiplier puisque le gain est énorme. Et face à cela, le niveau de remboursement des ménages diminue. C'est-à-dire que les banques ont de plus en plus de difficultés à rembourser, à couvrir, si vous voulez, ces produits financiers. Et donc, très vite, la démultiplication des produits financiers, attirée, si vous voulez, par un taux de rémunération très très élevé, eh bien, les acheteurs vont continuer à acheter sans connaître la nature véritable de ces produits financiers. Puis,
boum, 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 des effondrements. Regardez comment Akadosh Baruch Hu agit dans l'histoire. On a dépassé toutes les limites, on a dépassé tous les contrôles, et donc très vite, les banques vont chercher à revendre ces produits financiers pour avoir des liquidités, parce qu'elles vont avoir un problème de liquidité. Les produits financiers vont commencer à baisser, parce que tout le monde veut vendre, toutes les grandes banques veulent vendre, puis effet, si vous voulez, de domino, tous les acteurs, la plupart des acteurs financiers, et notamment les États, vont comprendre le risque, et vont vouloir vendre, et très vite, ça va être la baisse des produits financiers à la bourse, c'est-à-dire au marché financier, puis véritablement la panique bancaire, parce qu'ils n'ont plus la capacité de se refinancer, et à partir de ce moment-là, ça va toucher, si vous voulez, ça va exacerber la consommation, l'investissement, et nous avons un phénomène donc de mutation, un phénomène de complémentarisation, et à partir de ce moment-là, cette crise financière va transmuter en crise monétaire, va transmuter en crise économique et va transmuter en crise budgétaire, puisque les États vont être obligés d'intervenir, de créer de la monnaie ou de s'endetter, n'est-ce pas, à un tel point que véritablement ça devient de plus en plus difficilement contrôlable. Et cet endettement va entraîner pour les États, si vous voulez, une sorte de dépendance stratégique, monétaire, financière et surtout économique auprès de certains pays créanciers. Notamment, par exemple, les pays du Golfe ou la Chine. La Chine va à ce moment-là énormément aider, payer, financer le système bancaire par l'intermédiaire, encore une fois, d'achat de l'État fédéral américain ou de l'État français, c'est-à-dire véritablement de la puissance publique qui va couvrir cela. Et les Allemands, rappelez-vous, Madame Merkel, avec le président Sarkozy, en 2009-2010, vont être obligés d'intervenir sur le marché monétaire européen pour pouvoir non pas seulement contrôler, mais assurer, protéger les échanges en monnaie. Je me rappelle évidemment que le président Sarkozy avait lancé ce mot d'ordre, si vous voulez, s'était engagé en tant que président de la République française à couvrir les comptes débiteurs des agents jusqu'à 70 000 euros, c'est-à-dire que si les avoirs des agents fondés disparaissaient à hauteur de 70 000 euros, jusqu'à 70 000 euros, eh bien, l'État français s'engageait à rembourser. Évidemment, à couvrir en tout cas, évidemment, c'est une facétie, n'est-ce pas, psycho-sociologique, de manière à éviter que la crise prenne une ampleur non seulement indésirable, mais extrêmement grave et incontrôlée, puisqu'elle devient une crise économique de très grande ampleur dans le monde entier. Et donc, ce qui s'est passé, à ce moment-là, regardez comment que la pédagogie Ishtabar Shemo d'Akadosh Baruch Hu, la pédagogie de l'histoire, cela a entraîné une crise monétaire, une crise financière, certes, amoindrie, puisque les États sont intervenus, mais la crise couvre toujours. La crise couvre toujours, et notamment au niveau des marchés financiers. C'est pas parce qu'on est arrivé à un calme précaire depuis quelques années que la crise n'est pas là. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il n'y a pas véritablement de contrôle, il n'y a pas véritablement de réduction des écarts, il n'y a pas véritablement de véritables garde-fous, n'est-ce pas ? Nous sommes encore dans cette dynamique d'économie des marchés qui s'autocontrôle, mais d'une manière absolument extrême. Il y a de moins en moins de capacité, si vous voulez, pour les marchés de s'autodéterminer, j'allais dire librement, et surtout d'une manière régulatrice, calme. Alors aujourd'hui, véritablement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les États sont de plus en plus endettés, que les ménages, eux, consomment moins, mais continuent à consommer, avec un revenu, un pouvoir d'achat qui est relativement
si vous voulez, disons stabilisé, figé même, restreint, il n'augmente pas suffisamment. Et donc, à partir de ce moment-là, un phénomène se double d'un endettement de l'État vers un endettement des ménages. Et donc nous avons une paupérisation, ça veut dire, excusez-moi ces termes un peu, mais je suis obligé de le dire, cette tendance à l'appauvrissement, notamment des classes moyennes, en Amérique, en France et dans l'ensemble des pays développés à économie de marché, qui font que le travail ne paye beaucoup moins qu'auparavant. Et ce qui est absolument aujourd'hui rémunérateur, ce sont ces spéculations, c'est-à-dire ces mouvements qui sont des mouvements de moins en moins contrôlables, de plus en plus rapides, n'est-ce pas? Comme j'ai dit l'autre fois, une touche sur l'ordinateur et des milliards de dollars passent d'une main à l'autre. Et à partir de ce moment-là, les événements peuvent s'emballer très vite par une crise tout simplement de confiance, par une crise, si vous voulez, ne serait-ce que une mauvaise information ou une rumeur peut entraîner véritablement un effet crescendo, un effet boule de neige et un effet profondément déstabilisateur. Vous voyez, alors bon, maintenant je reviens un peu à notre texte. Nous sommes donc arrivés à la page 24 et je continue. Alors j'avais dit que dans les pays développés à économie de marché, les secteurs à haute intensité de travail étaient de plus en plus supplantés, on l'a déjà dit, par ceux des services, notamment financiers. Le cadre d'organisation productive actuel posait alors ses jalons. Le projet créateur redistribuait les cartes en fonction d'un plan originel préétabli. L'humanité n'a absolument pas conscience qu'elle répond en fait à un projet, à une volonté unique, à une volonté directrice qui fait que cette volonté va de toute façon s'accomplir. Avec perte, avec crise, avec fracas, mais elle va s'accomplir. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'amener l'humanité à l'écoute, au schéma Israël, au schéma Akadosh Baruch Hu, au schéma. On a essayé, schéma ça veut dire écoute, hein, évidemment. Donc l'humanité va essayer de comprendre, elle sera passée par toutes sortes de mécanismes de moins en moins contrôlables, que ce soit les mécanismes socialistes ou les mécanismes capitalistes, et elle va se retrouver devant une question. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je continue à lire. Les mutations vécues comme source de progrès depuis déjà quelques décennies sont en fait annonciatrices, préparatrices d'une réalité incontournable, à savoir la constitution d'un corps-monde. C'est, encore une fois, Adam Arishon qui se constitue, plutôt pour être plus juste, qui se reconstitue. Avec toutes ses parties, avec tous ses organes, avec toutes ses fonctions. Il s'agit d'un phénomène absolument optimiste, extraordinairement favorable. Je continue. Où chacun va se spécialiser, se positionner le plus souvent à son insu. Parce que l'humanité est dans l'obscurité. Comme j'ai dit l'autre fois, l'effort du soleil éblouit. Si ça devient du feu lorsque on, tout simplement, dépasse la mesure, lorsque on dépasse les équilibres, on dépasse les extrêmes. Il faut absolument calmer le jeu. Et pour cela, les nations ont besoin des forces réductrices de la Lune, ont besoin de l'influence lunaire, c'est-à-dire réductrice des écarts. C'est-à-dire, on va calmer. La Lune va jouer un rôle, Israël va jouer un rôle de calmant, d'apaisement. Et surtout, un rôle d'alarme. Attention de recommencer. Alors je continue. Le Créateur voilait en quelque sorte, sa face en toute miséricorde. Alors juste un mot, Akadosh Baruch Hu intervient par le Chesed ici. Comme je l'ai déjà dit l'autre fois, une crise économique, une crise monétaire, une crise financière est une intervention de miséricorde de Dieu. Alors que nous, les humains, comme on n'y comprend rien du tout, on a l'impression que c'est négatif.
Mais non, Akadosh Baruch Hu nous envoie une crise pour nous dire ça suffit, halte là, daï, arrêtez, c'est très dangereux. Vous allez à la catastrophe. Et alors il envoie une crise. C'est lui le maître de l'histoire. C'est lui le maître de l'histoire au jour le jour. Pour Israël et pour les nations. Et pour toutes les nations. Alors je continue. Troisièmement, ça c'était la fin du deuxième mois, nous sommes à la fin de la page 24. Cette réalité est conduite par un mouvement de turbulence accéléré dans l'espace-temps, devient tout relatif et source de déséquilibre. C'est ce mouvement de turbulence dont je donnais un exemple tout à l'heure avec la crise du subprime, par le processus de titrisation, de rachat, si vous voulez, des dettes par des produits financiers. À partir de ce moment-là, les mécanismes sont complètement faussés. D'accord ? Complètement faussés. Les turbulences, les mouvements de turbulence accélérés par ces mécanismes faussés peuvent entraîner, évidemment, la fin des civilisations. Donc nous sommes là dans un discours extrêmement alarmiste, mais un discours de chesed. À nous de comprendre, à nous de réagir, à nous de prier. Parce que Kodesh Baruch Hu, il attend de nous toute l'humanité, qu'on se retourne vers lui et qu'on le prie. Et qu'on le remercie d'avoir envoyé tout cela. Parce que sinon, on allait à la catastrophe. Alors je continue. Comme souligné précédemment, le rythme porté par la dynamique universelle trouble les analyses, contredit les assurances et provoque des tensions de moins en moins facilement prévisibles. Ce qui se crée, ce qui se forme, ce qui semble aboutir, se défait, contre toute attente, voire toute logique, presque aussitôt. Et c'est ça la grande peur. C'est qu'on a l'impression, les nations ont l'impression de vivre sur des œufs, vivre sur des éléments extrêmement fragiles. De tout ce qui s'est construit devient un véritable château de sable, un château de cartes. C'est-à-dire véritablement miné par des trous et infiniment de trous. Et ces trous qui s'amplifient risquent de tout faire tomber, de tout déstructurer. Le maître de l'histoire, dans un souci pédagogique, intervient à l'insu de tous. Et je suis donc là, à la page 25. Il prépare le devenir humain en toute obscurité. C'est-à-dire que les nations n'ont absolument aucune possibilité de comprendre véritablement le Hémet. Puisqu'il refuse Israël, il refuse de passer par tout simplement les forces d'Israël de retour sur sa terre, et notamment les forces de la Torah. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'humanité va à volo. Malheureusement, il faut prier pour arrêter le processus. Parce que nous et l'humanité, nous sommes frères. La constitution sous nos yeux du corps monde n'est autre, en fait, que le rassemblement des parties disparates d'organes et de fonctions spécialisées et complémentaires déjà existants. Je continue. Cependant, ce mouvement profond se révèle donc être éminemment déstabilisant. La crise des États-nations, l'éclatement des fédérations, l'émergence de pays nouveaux au sein des instances multinationales, la velléité de se protéger contre les menaces terroristes ou autres, oblige chaque partenaire à se repositionner continuellement et à prendre position devant les défis immenses qui se présentent. Difficilement presque à contrario, nous le verrons, la dynamique de l'unité s'accélère, exacerbant les tensions jusqu'alors contenues dans les assurances d'une philosophie du développement et dans les idéologies perçues souvent comme confortablement stabilisatrices. Alors je finis là, avant de commenter quelques secondes. Les crises de mutation des années 70 étaient ainsi annonciatrices d'une réalité macrocosmique fondée sur la dynamique création-destruction, révélatrice d'une situation éminemment révolutionnaire, à savoir la reconstitution de l'être universel à partir de l'histoire, du vécu de chacune des parties que le composent. Je m'arrêterai là et juste un mot de conclusion. Ce qui s'est passé dans les années 70 est annonciateur. C'est-à-dire que
dans les années 70, la croissance économique, mais aussi les crises, la crise pétrolière par exemple, ou les crises financières qui ont suivi, sont annonciatrices d'un phénomène très très intéressant, très important. La constitution d'un corps-monde moderne, actuel. Les douleurs de l'enfantement, eh bien, vont être de plus en plus fortes. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais le bébé, il est très beau. Le corps-monde est magnifique. On va prendre conscience après, et véritablement, bien entendu, le coup, après le choc, un choc important, terrible, eh bien, l'humanité repentante va s'excuser, va reconnaître et va en fait se réorganiser comme elle était avant les crises. C'est-à-dire véritablement la prise de conscience d'un universel commun. Elles vont rentrer chacune selon sa fonction, chaque nation selon ses repères, chaque nation selon sa manière d'être, d'accord? Eh bien, chaque homme, selon sa manière d'être homme, va se retrouver dans un plan national ou fédéral, mais ce plan national va être particulièrement inclus dans le corps-monde. Et ça, c'est très très intéressant. Je vous embrasse, que Dieu vous protège. Merci beaucoup.